Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Marie-Hélène Lafont. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir, vraiment. Merci. Depuis le temps que je vous lis, depuis le temps que je apprécie ce que vous publiez, et particulièrement celui-ci qui s'appelle Hors Champ. On va en parler dans cette émission. Avant ça, 3 petites questions, c'est une tradition. Vous me répondez un petit peu du tac au tac. Si vous étiez, Marie-Hélène, un sentiment, vous seriez quoi? La confiance. Ah, c'est beau, ça on ne l'a pas encore fait celui-là. Pourquoi? Parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus précieux entre les êtres. Ouais. Et ce qui manque parfois. Si vous étiez un mot de la langue française, donc juste un mot. Vaillance. D'accord. Donc pas courage, vaillance. C'est un peu, il y a une nuance? Il y a probablement une nuance parce que la vaillance, ça consiste quand même à tenir longtemps, au long cours des jours. Dans la durée. Et si vous étiez, attention, une odeur d'enfance? Il y en a beaucoup. L'odeur des foins. Ouais. Des foins coupés ou fraîchement coupés? Des foins fraîchement coupés qui sèchent. Ouais. Je crois que vous en parlez dans ce livre et dans d'autres livres, parce qu'on tourne toujours un peu autour du Cantal avec votre livre, en tout cas, avec vos livres. En tout cas, vous êtes l'invité de LCR ce soir. On voudrait voir d'en haut, on voudrait partir sur le chemin, voir le monde d'en haut, laisser sa rumeur dans le lointain, quitter lunettes et chapeau, quitter tout, quitter l'âme et voyager. On voudrait voir d'en haut que poussent des airs pour un rien, se réveiller nouveau, s'apercevoir flou dans le lointain, quitter claquettes et banjo, quitter tout, quitter l'âme et voyager. On voudrait tous un alcool. Voilà, quelques notes, quelques belles images aussi de ce clip de Jean-Louis Murat. C'est pas Murat la ville, parce qu'il y a une ville qui s'appelle Murat, je crois. Tout à fait. Là, on est en petite ville qui s'appelle Murat. petite, oui. Là, on est un peu plus au nord avec lui, le monde intérieur, au nord du Cantal, vers les volcans. Et cette chanson, elle parle quand même de voir les choses d'en haut. D'essayer de quitter tout ça. C'est cette tension d'ailleurs qu'on sent chez Gilles et Claire. Il n'y arrive pas, vraiment, en tout cas Gilles n'y arrive pas, Claire un petit peu plus, parce qu'il y a un attachement viscéral quand même à cette terre, que vous avez aussi, parce que vous êtes parti, mais on y revient tout le temps. C'est dû à quoi? Ça vous tient au corps. Ouais. Voilà, ça vous tient au corps. Et en l'occurrence, il était beaucoup plus aisé pour les filles de partir que pour les garçons. Se réveiller nouveau, chante Jean-Louis Murat. Ouais. Gilles n'a pas le luxe de se réveiller nouveau. Se réveille-t-on d'ailleurs jamais nouveau? Ça serait une question, c'est une question. Mais lui ne se réveille pas nouveau. Ouais, parce que Gilles ne part pas, Non. et pourtant, Dieu sait si c'est compliqué, Dieu sait s'il y a de la violence intime, le père est extrêmement dur, le travail est extrêmement dur aussi, il faut se lever tôt, vous racontez ce métier qui est, on en parle beaucoup dans les informations dernièrement. Parce que les contraintes du métier de paysan. Les contraintes du métier, mais vous les décrivez très bien. Est-ce qu'il y a un déterminisme dans la paysannerie? En tout cas, il y en a, je pense, encore un, et il y en avait davantage un dans ce dernier quart du XXe siècle, où l'on est,
puisque ce frère et cette sœur sont nés au début des années 60. Oui, et vous brossez 50 ans. Hein. Voilà, et on embrasse 50 ans de leur vie. Et quand on naissait garçon dans ce genre de famille paysanne propriétaire, ça c'est un détail, mais c'est un détail qui compte, on était quand même plus ou moins voué à rester. Et aller inventer sa vie ailleurs, demander un concours de circonstances exceptionnel ou un talent exceptionnel qui se serait révélé très tôt. Sinon, c'était là que ça devait se faire. En dépit, comme vous venez de le souligner, du caractère quand même très très problématique, on le sent d'emblée, de la relation entre le père et le fils. Ouais. Or, en principe, c'est un métier qui se transmet. Oui. Dans le silence, il y a énormément de silence. Vous écrivez le silence, ces silences qui gênent un peu d'ailleurs la sœur quand elle revient, parce que la sœur, il faut expliquer qu'elle, on ne va pas tout dévoiler, hein, mais qu'elle elle s'en sort, elle fait des études et puis elle va à Paris, elle vit à Paris. Mais elle-même est gênée quand elle revient. Bien sûr, la sœur, donc comme beaucoup de filles dans ce milieu et dans ces générations, a inventé sa vie ailleurs, est devenue professeure. On comprend même qu'elle écrit, la sœur, très certainement. Et donc en principe, elle a les mots, la sœur. Mais quand elle revient, et elle y revient très régulièrement, parce qu'il y a du lien, elle retrouve les silences familiaux. Et elle s'y conforme totalement. Ouais. Elle n'a pas les moyens de briser les silences. Pourquoi? C'est une question de place de la femme aussi, parce qu'elle arrive à parler à sa mère, mais souvent dans la cuisine, quand le père est à l'étable, ou vous voyez, il y a cette culture du secret aussi. Oui. Enfin... Alors c'est une question de place, vous avez raison. Et ces femmes, cette mère et cette fille, parlent ensemble, on le sent lorsqu'elles sont seules et dans la cuisine, mais elles ne parlent pas de ce qui devrait les préoccuper, et de ce qui les préoccupe au fond, hein, à savoir de l'avenir de la ferme, de l'avenir du frère. De ça, on n'en parle jamais. Non. On parle des autres. Oui. Elle, lui, là, oui, c'est vrai, on parle des autres, du village. Il y a une fête à un moment donné, on parle des voisins, voilà. Etc. C'est plus facile, évidemment, quand c'est les autres. Elle dit quand même, et vous écrivez, c'est vous qui écrivez forcément, elle avance à tâtons aux lisières de la vie de son frère, elle se tient là comme en vigie. Oui. Elle est quand même très attachée à son frère. Elle voudrait aller plus loin, mais il y a quelque chose qui la retient. Il y a quelque chose qui retient. Il y a un lien entre les deux. Hein. La matière de ce livre, c'est vraiment le lien dans les fratries. Depuis l'enfance. Hein. Voilà. Et ce qui arrive à ce lien dans les fratries quand la vie passe. Passe dessus. Voilà. Et là, en l'occurrence, sépare les trajectoires. Il reste un lien. Et donc, elle n'a pas les mots pour l'exprimer. Elle l'exprime avec des gestes. Elle s'occupe de lui. Elle a des attentions pour lui et pour le père et la mère aussi qui vieillissent. Oui. Mais elle ne peut pas aller au-delà de ses attentions, sauf à manifester sa présence régulièrement, et sauf à lui dire aussi, à lui répéter une phrase qui est une sorte de mantra, hein, presque de formule magique. Si un jour tu veux arrêter tout ça, tu peux compter sur moi. Elle-même ne mesure pas exactement ce que ça signifie, et lui non plus. Mais elle existe, cette phrase, entre les deux. Et elle traverse elle traverse tout le texte. Et c'est vrai qu'il y a, c'est un livre sur le temps aussi, le temps qui passe et l'usure des corps. Parce que les corps avancent. Vous parlez du corps du père, de la mère, des enfants qui ne sont plus enfants. Il y a de ça aussi. Le temps est plus dur, j'allais dire, dans le Cantal. Enfin... En tout cas, il est dur au corps paysan, le temps. Vous voyez, parce que, évidemment, hein, c'est un métier qui vous implique durement et rudement. Et le corps de son frère, elle le sent bien, est marqué par ça. Et il est marqué aussi, bien évidemment, par les tensions intrafamiliales qui sont extrêmement violentes et qui, évidemment, font que très vite, elle a le sentiment que son frère est emmuré en lui-même. Oui, puis elle a très peur. Il y a eu un suicide pas loin. Enfin bon, voilà. Le Cantal. Vous écrivez, je l'ai dit, depuis toujours sur cette région. On se souvient des sources, notamment. On va peut-être voir une photo que je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est le point le plus, on va dire, le plus touristique. C'est le Puy-Marie. Le Puy-Marie, voilà, on le voit. C'est très, très beau. Mais c'est pas que ça, évidemment, le Cantal. Pourquoi cette terre? Qu'est-ce qui vous attache à cette terre, même si vous êtes une Parisienne maintenant? Alors, le hasard de la naissance m'a planté là. Hein. Planter. Oui. C'est beau, planter. Ah oui, j'aime beaucoup. C'est planter comme un arbre. Voilà. Et même si je préfère le mot source au mot racine, ça n'est pas un hasard si c'est le titre de mon précédent livre, hein, parce qu'il est plus fluide et plus ouvert, il n'empêche que j'ai un sentiment d'appartenance, voilà, à ce lieu. Et j'ai aussi, comme toutes les filles qui en sont parties, ou comme beaucoup de filles qui en sont parties, le sentiment d'une dette et d'un devoir. Voilà. Et ma façon à moi de solder cette dette et d'accomplir ce devoir passe aussi, pas seulement, hein, passe aussi par l'écriture. Et toute l'écriture ne se résume pas à ça, mais le geste de l'écriture doit quelque chose à ça. Oui, alors, on va parler de l'écriture, mais vous êtes Claire ou vous n'êtes pas Claire? C'est pas un jeu de mots, hein, c'est la fille Claire, la sœur. C'est vous un peu, non? Si vous voulez,
Je suis pièce détachée, pièce et morceaux, cousu, décousu, recousu dans tous mes livres. Tous mes livres sont extrêmement autobiographiques. Claire était déjà dans le précédent d'ailleurs. Voilà, donc il y a évidemment des morceaux de moi-même qui sont dans ce livre ou dans les précédents, mais ils sont parfois là où on ne suppose pas qu'ils sont, et ils ne sont pas parfois là où on a le sentiment qu'ils sont. Il n'y a que moi qui sais exactement où ils sont. Ah, c'est vous la marionnettiste, évidemment, vous êtes la romancière. En quelque sorte. Je voudrais qu'on parle de l'écriture, justement, parce que comment vous écrivez? C'est tellement beau, votre écriture, c'est précis. C'est jamais boursouflé, enfin, je veux dire, c'est presque sec, en fait, comme le pays. Et en même temps, c'est très riche. Vous voyez, il y a les deux qui sont là. C'est un travail, j'allais dire, de longue haleine. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais. J'allais vous dire, quand on me demande comment, je dis beaucoup. Je travaille beaucoup. Vous voyez, il y a un premier jet, puis ensuite, ce premier jet, je le laisse poser, je le reprends, je le lis à voix haute. Énormément, vous voyez, pour essayer de trouver la juste tension de la phrase, son juste rythme, phrase à phrase, verset par verset, tableau par tableau. Je parle de tableau et non de chapitre. Vous voyez, le travail sur les temps verbaux, par exemple, dans ce livre, était vraiment. Enfin, j'ai essayé de chacun de les ajuster au plus juste. C'est extrêmement important. Les points-virgules, Marie-Hélène Lafont. Vous êtes la reine des points-virgules. Je ne me suis pas amusée à les compter, mais il y en a. J'aime le point-virgule parce que, si vous voulez, il dit autre chose que le point, davantage que la virgule. Il induit une pause et il crée une variante rythmique dans une phrase que vous ne pouvez créer avec rien d'autre. Ouais, c'est vrai. Je me méfie de moi-même en même temps. Je me dis attention, pas trop de point-virgule, parce que trop de point-virgule tue le point-virgule. Oui, bien sûr. On connaît bien cette formule. Voilà. Et le saint patron du point-virgule, c'est Gustave Flaubert. Vous voyez, donc on est à rude école quand on se mêle d'utiliser le point-virgule, mais c'est une pure merveille. Vous l'évoquez un petit peu, vous évoquez pas mal de chansons aussi, parce que le temps passe à travers, bien sûr. À travers les chansons. Il y a une bande-son. Il y a une bande-son, hein, il y a Joël au début, Goldman, enfin bon, bref. Voilà. La troisième personne aussi. Pourquoi? Vous parlez de Claire à la troisième personne, de Gilles à la troisième personne. C'est une distanciation? Oui, c'est une distanciation. Et dans ce livre-là, comme dans le précédent, à aucun moment je n'ai envisagé d'écrire à la première personne. Ça ne circule pas à la première personne. Je n'ai pas la bonne distance. Il me faut la troisième personne. Même si parfois ça complique un certain nombre de choses, mais c'est indispensable. Pourquoi? Parce que c'est trop proche de vous, de votre vécu, c'est ça? Je pense que la première personne ne me met pas à la bonne place. Et elle donne à certaines scènes un caractère qui frôle l'obscénité dont je ne veux pas. Et je refuse le pathos. Et à la première personne, c'est beaucoup plus difficile. C'est plus facile, oui. Voilà. Enfin, c'est plus facile d'être dans le pathos. Tout à fait, tout à fait. C'est beaucoup plus risqué, à mon avis. Non, il n'y a pas de pathos du tout. Alors, il y a même des moments amusants aussi. Les expressions, par exemple, c'est génial. En Belgique, moi, je ne la connaissais pas. Vous dites ici, se mettre la rate au courbouillon. Oui, absolument. C'est quoi? Ça, c'est une expression que vos grands-parents... C'est une expression que j'ai toujours entendue, que disait beaucoup ma propre mère, par exemple, se mettre la rate au courbouillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se faire un souci totalement disproportionné à l'objet, vous voyez, voilà, se mettre la rate au courbouillon. Et je trouve qu'elle est très parlante, en contexte, elle est parfaitement compréhensible, et elle a du jus, vous voyez, comme on dit d'un fruit qu'il est juteux. Et cette expression, les expressions souvent le sont. C'est marrant que vous parlez du jus parce qu'il y a beaucoup de sensations. Hein, les sensations sont là, les odeurs, on parle du repas, le fromage, forcément, le Cantal, tout ça. Oui, ce qu'on mange, ce qu'on sent, ce qu'on entend, ce qui vous traverse, ce qui vous empoigne le corps, parce que c'est une leçon de corps. Hein. Quand on parle de leçon de ténèbres, le corps est partout. Complètement. C'est un très, très, très beau livre. Chez Bûcher-Chastel, vous êtes fidèle à cette maison d'édition. Qui m'est fidèle aussi. Très bonne maison d'édition. Un coup de cœur, hein, c'est une tradition aussi dans cette émission, c'est Élevé de Elsa Saniel. Moi, je ne connaissais pas. Un mot sur ce livre? Moi, j'ai connu tout récemment. C'est un texte très court, à la fois très politique et très poétique et très engagé. Elsa et son compagnon ont repris une ferme en Haute-Loire. Ont des moutons, des brebis, enfin voilà, fabriquent du fromage, etc., sont dans ce travail, ont choisi d'y être et ont un regard sur cet engagement qui est très beau. Et elle écrit ça, cette jeune femme, magnifiquement, avec une énergie superbe et une grande justesse de ton. Bon, vous donnez envie d'aller lire ça aux éditions Saüs. Vous avez vu le film Petit Paysan aussi, bien sûr, j'imagine? Bien sûr. On est un peu aussi dans ce domaine-là. Voilà. Et là, il y a aussi des femmes qui sont actives. Ça a peut-être changé, non? Dans le monde paysan. Oui. Aujourd'hui, si vous voulez, très souvent, les femmes dans le monde paysan, elles sont compagnes
2 paysans, et elles font un autre métier. C'est ce qu'on appelle le couple mixte. Ouais. C'est plutôt ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes paysannes, hein, mais c'est quand même souvent à ce titre-là qu'elles sont présentes. Voir La ferme des Bertrands de Gilles Perret, voilà un documentaire absolument magnifique, très juste sur le monde paysan, sur la confiance et sur la vaillance. Ouais. Bon, on va aller voir tout ça. On a plein de choses à faire. Moi, je vous conseille aussi un de vos livres, c'est un essai plutôt, on va dire, autour de Cézanne, parce que j'adore ce peintre et ça m'avait beaucoup touché. Ça, c'est chez Flammarion. Cézanne, des toits roux sur la mer bleue. C'est très beau aussi. Et puis, évidemment, Hors champ. Ça, c'est votre actualité. Et c'est un livre splendide. Merci beaucoup, Marie-Hélène Lafont, d'être passée chez nous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.